Bienvenue dans Source diplomatique, le podcast au cœur de la diplomatie. Pour comprendre la fabrique de la diplomatie, Source diplomatique donne la parole à celles et ceux qui la font vivre. Des agentes et agents du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais aussi des invités extérieurs qui décryptent pour vous l'impact des grands enjeux de société sur l'action diplomatique. En 2014, la Suède frappe un grand coup. Elle lance la première diplomatie féministe. C'est une politique étrangère qui place les droits des femmes et l'égalité au cœur de toutes les décisions. À l'époque, cette approche suscite de vifs débats. Mais entre-temps, elle a inspiré une quinzaine de pays, dont la France, qui s'y est engagée dès 2019. 10 ans plus tard, alors que les discours conservateurs et anti-droit gagnent du terrain, la diplomatie féministe apparaît plus que jamais comme un levier de résistance. Son objectif n'est plus seulement de promouvoir les droits des femmes à l'international, mais aussi de les défendre face au recul observé un peu partout. Les 22 et 23 octobre se tiendra à Paris la conférence ministérielle des diplomaties féministes, l'occasion de faire le point sur les avancées et les stratégies mises en œuvre pour protéger ces droits dans un contexte international difficile. Alors, comment la diplomatie peut-elle servir d'arme contre le backlash conservateur ? Quels sont ses outils ? Quelle place accorde-t-elle aux acteurs et aux actrices de la société civile ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Yasmine Jana, conseillère politique à la mission de la diplomatie féministe et de l'éducation au sein de la Direction générale de la mondialisation du ministère, spécialisée dans les questions de paix et de sécurité internationale. Thibaut Sanson, diplomate, ancien chef de service adjoint droits de l'homme à la représentation permanente de la France à l'ONU, conseiller politique en Afghanistan de 2017 à 2019 et aujourd'hui sous-directeur de l'Amérique du Sud au ministère. Et Patricia Carole Mannings-Sunday, doctorante en relations internationales, militante féministe et lauréate de l'initiative Marianne 2024. Bonjour à tous les trois. Et bonjour à vous qui nous écoutez. Je suis Johanna Cincinnatis-Abramovic et vous écoutez Source diplomatique. Avant de parler stratégie et conférences ministérielles, il convient de définir la diplomatie féministe. Alors je vous propose à ce sujet d'écouter Margot Wallström, ancienne ministre des Affaires étrangères suédoise à l'origine de ce concept. Actually, I pronounced a feminist foreign policy. Moi, je parle de politique étrangère féministe. Et pourquoi je choisis ce vocable ? Parce qu'il faut commencer à regarder la réalité en face. Il y a trop peu de femmes autour de la table de négociation, il y a trop peu de femmes qui servent de médiateurs, ou plutôt de médiatrices, de négociatrices. Et en même temps, on reconnaît le rôle très particulier que les femmes peuvent jouer dans des situations aussi bien de paix que de guerre. Et ce que nous savons de notre expérience, c'est que s'il y a davantage de femmes, il y a davantage de paix. Et on constate encore qu'il y a beaucoup de processus discriminatoires à l'encontre des femmes dans le monde entier. Et donc, il nous paraît nécessaire de se servir de cette politique étrangère féministe comme véritable outil pour faire avancer les choses. Donc c'est une question de démocratie, mais en même temps, c'est un outil tout à fait pratique pour faire changer le monde. Yasmine, j'ai envie de vous faire rebondir parce que la France s'est inspirée de cette approche. Alors, vous suivez de près ces questions. Comment la diplomatie féministe s'insère-t-elle très concrètement dans notre politique étrangère ? Bonjour et merci pour l'invitation. Je voudrais revenir effectivement sur cette adoption d'une diplomatie féministe de la France en 2019 qui a marqué un tournant absolument décisif. Simplement parce que un engagement qui s'est concrétisé par des actions majeures telles que le Forum Génération Égalité en 2021, qui était vraiment un point d'orgue pour la société civile féministe, pour les États engagés sur les questions des droits des femmes et de l'égalité de genre. Et aujourd'hui, c'est plus d'une quinzaine de pays qui ont endossé ce concept, ce paradigme. Et cette année, en 2025, qui marque un tournant, puisque la France a franchi une nouvelle étape en se dotant d'une stratégie internationale pour une diplomatie féministe. C'est un document cadre qui permet de tracer un peu la feuille de route des 5 prochaines années et qui définit comme ça les grandes orientations de la France et de cette politique.
ça a été rappelé dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est à la fois de maintenir nos engagements historiques en matière de droits à santé sexuelle et reproductive, de lutter contre les violences sexistes, c'est aussi de maintenir un soutien aux organisations de la société civile féministe qui défendent l'égalité de genre en France et à l'international. Mais c'est aussi de pouvoir marquer un temps fort en faisant des droits des femmes un enjeu géopolitique, en le rendant lisible comme un enjeu géopolitique. Et c'est là où s'opère ce changement, puisque c'est l'inscrire dans cette grande histoire des droits des femmes internationales, et c'est d'en faire un levier d'action, un moyen d'action dans nos relations diplomatiques. Que ce soit dans la prise en compte des domaines comme le commerce, la justice climatique, la gestion des crises humanitaires. C'est un pendant de toutes nos actions. On l'entendait dans un épisode de Sources diplomatiques consacré aux mots, dans lequel Delphine O parlait de diplomatie féministe comme d'une grille de lecture. C'est ça dont la France a besoin de se doter aussi, c'est-à-dire de comprendre qu'en fait nos politiques ont des conséquences directement, qu'elles soient culturelles, étrangères, à l'international, ont des conséquences ou climatiques, vous le disiez, sur la vie des femmes, et que ce prisme-là est nécessaire dans nos approches. Alors souvent, effectivement, c'est synonyme des droits des femmes, mais c'est aussi l'égalité de genre, c'est-à-dire comprendre comment la société fonctionne sous un prisme de genre. C'est aussi interroger le rôle des hommes, des garçons, pour une approche féministe, pour l'égalité de genre. Ça concerne absolument toute la société, avec au centre les droits des femmes et des filles, et dans tous nos domaines d'action. Donc effectivement, je parlais tout à l'heure du rôle de la France comme chef de file pour la diplomatie féministe à l'international, parce que il s'agit ici de consacrer la diplomatie féministe comme un levier du multilatéralisme. Et je m'entends, c'est-à-dire que souvent on parle des droits des femmes dans des enceintes internationales qui sont dédiées aux enjeux des droits des femmes. Je pense à la Commission sur le statut de la femme. Le sujet principal est le droit des femmes. Mais porter une diplomatie féministe en tant qu'État, c'est aussi l'inclure dans nos négociations diplomatiques sur d'autres sujets qui ne consacreraient pas les droits des femmes comme sujet principal. Donc effectivement, dans nos coopérations commerciales, dans les sujets de lutte contre la corruption, que ce soit à l'OTAN, que ce soit à l'OSCE, que ce soit à Vienne, que ce soit à Bruxelles, à la Commission européenne. Thibault, vous étiez diplomate avant même que la Suède ne lance le concept de diplomatie féministe. Puis vous avez travaillé à la mission permanente des Nations Unies en 2019 en tant qu'expert sur les sujets liés au genre, au moment où la France adoptait à son tour une diplomatie féministe. Avec le recul, est-ce que vous avez vu une évolution dans les pratiques ou les priorités diplomatiques à ces différentes étapes ? Oui, bon, je suis obligé de commencer par dire à quel point je suis honoré d'être entouré de championnes de la cause. Et effectivement, on a constaté vraiment une évolution très positive. Donc moi, j'ai commencé en 2011. Les droits des femmes étaient une priorité. La France a ratifié tous les instruments internationaux pertinents, avait un cadre législatif national très ambitieux, de bon niveau. Mais ça restait parfois un sujet niche. Donc au sein de la diplomatie, on était certaines personnes à maîtriser les tenants et les aboutissants, certaines personnes à promouvoir ce sujet, mais c'était parfois pris en compte avec d'autres thèmes et pas conçu comme étant vraiment prioritaire. Et donc, très concrètement, à un moment, on voulait parler des droits des femmes à l'occasion d'un sommet avec des chefs d'État d'un certain continent, et quelqu'un a dit « Ah oui, faisons ça avec les épouses des présidents ». Donc c'était un peu renvoyé, finalement c'est un sujet de femmes, et donc ça peut être traité périphérique. Et les vrais sujets, paix et sécurité, on va le faire ailleurs. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui a changé progressivement, qui a changé vraiment de façon décisive avec l'adoption d'une diplomatie féministe, puisque dans nos discussions au sein de la maison, il y a tout cet enjeu autour des langages. Donc je ne sais pas si tout le monde a regardé la BD Quai d'Orsay, mais on travaille beaucoup
l'administration pour produire les langages qui sont en fait les positions de la France, les positions qu'on défend à l'international. Et donc, dans cette négociation interne pour définir quelle va être la position de la France, on doit expliquer, sur ce sujet, il faut parler des droits des femmes. Sur l'Afghanistan, il faut dire que les droits des femmes, c'est un sujet central. Et donc, dans cette discussion, de pouvoir dire le ministre l'a dit, finalement, c'est un peu échec et mat, mic drop. On a un argument d'autorité supplémentaire pour obtenir la prise en compte de nos sujets. Donc, d'avoir une diplomatie féministe qui est adoptée, qui est prise en compte, qui ensuite devient une stratégie, ce sont des éléments qui nous aident pour porter ces sujets à l'ensemble des niveaux. Et vous parliez du langage, on sait que si on ne nomme pas un phénomène, il n'existe pas et on ne peut pas lutter contre. Merci pour cette première introduction. Patricia, vous êtes doctorante en relations internationales. Vous mettez d'ailleurs ces connaissances au service de la défense des droits des femmes, notamment au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre engagement et sur les actions concrètes que vous menez ? Merci déjà de m'accueillir et merci d'être parmi vous. Je suis doctorante en relations internationales et diplomatie et j'aimerais d'abord commencer le pourquoi je me suis aventurée dans cette lancée, dans ce domaine, parce qu'il faut savoir que de prime abord, je suis spécialiste en santé publique. J'ai travaillé pendant plusieurs années en tant que spécialiste dans les questions de VIH, paludisme et tuberculose. Mais durant l'exercice de mes fonctions, j'ai fait plusieurs années de mon cursus universitaire dans la région, ou bien les régions en crise actuellement au Cameroun. Malheureusement, c'est pas trop connu, mais je pense je vais un peu en parler par rapport à ma participation à l'initiative Marianne. Au jour d'aujourd'hui, quand même, cette crise est un peu plus connue qu'avant. Justement, j'ai commencé mon engagement face, n'est-ce pas, à ce que j'ai entendu, ce que j'ai vécu, n'est-ce pas, dans ma période universitaire. Lorsque j'étais à ma dernière année, il y a eu des séparatistes ou bien des belligérants qui ont commencé la guerre, les deux belligérants, c'est-à-dire les séparatistes et, n'est-ce pas, les forces armées, qui ont commencé par une grève au niveau de l'établissement ou bien de l'amphi où j'étais en train de composer. Donc, heureusement, j'ai pu terminer mon cursus universitaire et en sortant, n'est-ce pas, de l'université, la crise a réellement commencé. Donc, en sortant, j'avais déjà laissé les prémices de la crise parce que ça a commencé en tant que grève. Mais maintenant, j'ai continué mon master dans une autre région qui n'est pas forcément affectée par la crise, bien sûr. C'est là que vous débutez votre engagement ? Oui, c'est là où je débute mon engagement. Et justement, avec cette attache que j'ai avec ces régions, j'ai rencontré plusieurs personnes ressortissantes de cette région. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, c'est là où j'ai créé mon association, Girls Empowerment for Leadership Association. Donc là, vous intégrez le genre dans votre travail qui était d'abord consacré à la santé publique ? À la santé publique, mais non, parce qu'il fallait sensibiliser les jeunes filles et tout contre les VBG et, n'est-ce pas, le VIH qui est très, très lié. Mais non, justement, il fallait maintenant que je comprenne pourquoi, parce que j'ai rencontré des jeunes filles de 14 ans qui se donnaient à la prostitution. Et ces jeunes filles étaient ressortissantes de la crise anglophone. Et il fallait que je comprenne pourquoi cela. Et me suis entretenue avec elles. Et c'est là où j'ai décidé que je voudrais les aider encore plus de façon factuelle. J'ai donc organisé une soirée caritative pour pouvoir lever les fonds afin d'aider ces jeunes filles à retourner à l'école pour certaines qui voulaient et à créer des activités génératrices de revenus pour d'autres filles qui voulaient plus forcément aller à l'école. Mais c'était pas suffisant. Il fallait que je fasse plus parce que je n'avais pas encore créé l'association. C'est après cet événement que j'ai créé mon association. Mais jusque-là, je ressentais qu'il y avait toujours un besoin. Un angle mort. Voilà, un angle mort. Je n'avais pas le lexique qu'il fallait pour pouvoir, n'est-ce pas, intervenir au niveau international parce que la lutte ne se limitait pas uniquement au niveau local. Il fallait passer au-delà. Et c'est où j'ai décidé de faire un doctorat en relations internationales et diplomatie qui m'aide aujourd'hui, n'est-ce pas, à porter plus haut grâce à non seulement les activités que je mène sur le terrain et je peux utiliser ces activités, les personnes que je rencontre, les voix que je rencontre, pas uniquement, parce qu'habituellement, on a tendance à réduire, n'est-ce pas, ces voix aux indicateurs, aux chiffres, aux statistiques, parce qu'en réalité, on ne les voit pas.
contrairement à ce que je vois sur le terrain. Je les vois, c'est des voix. Et maintenant, j'utilise ces voix pour pouvoir porter plus haut, n'est-ce pas, mon engagement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'utilise parfaitement, n'est-ce pas, la relation internationale, les relations internationales que j'ai fait durant mes études, mon cursus. Et on verra par la suite comment je l'utilise parfaitement pour pouvoir... On va en parler, oui. Ouais. Yasmine, dans des contextes de crise comme celui du Cameroun, comment la diplomatie féministe, elle peut agir concrètement pour appuyer ces initiatives locales et faire avancer l'égalité entre hommes et femmes? C'est une question qu'on a débattue en interne dans la construction de la stratégie et on en a fait une des priorités de ce cadre où on inscrit réellement une approche féministe dans nos efforts de paix et de sécurité internationale. Ça passe évidemment par des actions concrètes. Je pense au Fonds de soutien aux organisations féministes qui fait aujourd'hui de la France le premier bailleur international de soutien aux organisations féministes, y compris dans des contextes de guerre, de crise humanitaire, et qui appuie directement... 250 millions d'euros à 150 organisations, c'est ça ? 75 pays dans 1500, dont 1500 organisations, 250 millions d'euros. Okay. Ce qui fait de la France un acteur clé dans ce lien avec la société civile, et puis surtout de rappeler la nécessité de lutter contre l'impunité des violences sexuelles liées au conflit. Je pense au Global Survivors Fund qui a été lancé par le président de la République en G7 en 2019 et qui a pour vocation principale d'assister juridiquement, aussi médicalement, les victimes de violences sexuelles. C'est lutter contre l'impunité aux côtés du viol comme arme de guerre, par exemple, de la Cour pénale internationale, notamment des institutions internationales qui luttent au Conseil de sécurité, de pouvoir mettre le sujet de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité au cœur de nos discussions diplomatiques. Je mentionne l'agenda Femmes, Paix et Sécurité parce que cette année, on célèbre les 25 ans de cet agenda. Le sujet principal de notre podcast aujourd'hui, c'est le recul des droits. C'est les tentatives de recul des droits. Et l'agenda Femmes, Paix et Sécurité est un exemple, est une illustration. Parce que quand cet agenda avait, en tout cas la résolution 1325, qui marquait le début de cet agenda, c'était un sujet plus ou moins consensuel au Conseil de sécurité. Et vous voyez que des lignes ont bougé. Et on voit au fur et à mesure, aujourd'hui en particulier, qu'il devient la cible de remise en question, alors que c'est un cadre qui a été adopté il y a 25 ans. C'est exactement le pivot auquel je voulais qu'on arrive, donc merci. C'est tout à fait ça. La question aujourd'hui n'est pas tant la diplomatie féministe que la diplomatie féministe dans un contexte où les droits des femmes et des minorités reculent. On parle, pour définir ce climat politique, d'un backlash. Alors, petit point lexique, le terme est réapparu notamment après la remise en cause du droit à l'avortement aux États-Unis. Il désigne le retour de bâton, autrement dit une réaction violente ou organisée contre les avancées des droits des femmes et des minorités. Donc Yasmine, on disait ce phénomène, il n'est pas nouveau. Il y a déjà eu un premier backlash en 2014 lorsque la Suède a lancé sa diplomatie féministe. On en avait parlé avec Paulina Brandberg, ancienne ministre suédoise de l'égalité des genres, qui revient sur cette période mouvementée. En 2014, on a eu un vrai débat sur ce nouvel mot, la politique étrangère féministe. Il y avait quelques-uns qui étaient très, très fiers de la Suède et qu'on était le premier pays d'adopter ce politique. Mais il y avait aussi des gens qui trouvaient le mot féministe un peu provocateur, qui disaient que ce sont seulement des mots et c'est seulement des symboles pour quelque chose qui ne marche pas en réalité. Mais en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'on a eu des vrais résultats de cette politique. Et on a aussi vu que la Suède a influé beaucoup d'autres pays, pays comme la France, le Canada, le Mexique et l'Espagne. Et on a eu de vrais résultats dans d'autres pays et dans le monde. Et pour ça, je suis très, très fière.
Ce qu'il faut apprendre et la leçon à tirer, c'est que les mots sont importants, mais ce sont les actions qui vraiment font de la différence. Yasmine, j'ai envie de vous faire rebondir sur ce sonore. On dit souvent dans les luttes féministes et progressistes de manière générale qu'il faut l'urgence de l'instant, mais la confiance de 1000 ans. C'est-à-dire qu'on voit qu'en fait, les vagues féministes, elles vont, elles viennent, elles érodent progressivement des falaises, mais en fait, la vague, elle finit souvent par repartir avant de revenir. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de l'état en fait, de ce backlash dans les discussions internationales ? Tout à l'heure, je parlais de grande histoire des droits des femmes et de l'égalité de genre, et c'est une histoire de progrès assez linéaire, avec certes des obstacles, des défis. Or, aujourd'hui, on témoigne d'une internationale réactionnaire, d'une coordination stratégique et internationale d'acteurs, d'États, qui se structurent, qui se coordonnent, qui se financent pour révoquer les cadres normatifs internationaux. Les cadres dont l'agenda Femmes, Paix et Sécurité dont je parlais tout à l'heure, mais des cadres qui ont été adoptés bien avant même ma naissance. Donc il s'agit de les détricoter. Il s'agit de les détricoter. Et c'est concrètement, quand nous sommes assis en salle de négociation, ce sont des termes comme égalité de genre, lutte contre les violences fondées sur le genre, droit et santé sexuelle et reproductive, voire même, on peut dire aujourd'hui, autonomisation économique des femmes, le terme femme est remis en question, et supprimé, et attaqué et supprimé des textes internationaux que les États négocient ou qu'ils apparaissent. Ce n'est pas un détail textuel. La suppression de ces termes ont des incidences concrètes sur le terrain, un recul dans les législations nationales. Si la suppression de références d'égalité de genre, ça n'apparaît plus dans les budgets. Et donc il y a des contractions budgétaires dans les programmes des agences onusiennes notamment. Et en fait, ces droits humains deviennent un objet de dissensus international, un objet de tractation. Donc ça veut dire que sur les bases mêmes, on n'est même pas sur les moyens à mettre en œuvre. Là, c'est sur les bases et les termes, on n'est plus d'accord. Il y a deux choses. La première, c'est que ça paralyse les discussions. Alors qu'on veut avoir des discussions de fond, diplomatiques, on veut faire avancer. Or, je vais partir de mon prisme. En tant que diplomate au Quai d'Orsay, mon travail a changé en 2 ans. Mon travail a changé. Aujourd'hui, il ne s'agit plus, au Quai d'Orsay, il ne s'agit plus, dans nos discussions internationales, dans les enceintes multilatérales, de faire évoluer le langage agréé dont on parle, le verbatim. Il s'agit de le défendre, de maintenir les acquis. Donc en fait, on est acculé, on est en posture de réaction par rapport à une posture de création ou de proactivité. On est en posture de rempart. On est, nous, au niveau de l'administration, les derniers remparts, les négociateurs diplomatiques sont les derniers remparts. Et à notre échelle, il s'agit effectivement plus de faire évoluer le corpus, mais de maintenir les acquis. Et maintenir les acquis, c'est-à-dire de porter avec ambition, avec force, et pour la France de dire que c'est une diplomatie féministe que nous portons. C'est de défendre nos droits et de ne pas rougir des valeurs que l'on porte. Thibaut, à propos de ce backlash, est-ce que vous l'avez aussi observé sur le terrain à travers votre expérience ? On l'observe partout. Donc j'étais au Brésil au moment d'une crise politique autour de 2014 et il y avait beaucoup de violences politiques contre la présidente. Donc c'est un langage misogyne, Dilma Rousseff, un langage misogyne décomplexé. Ce sont des attaques contre les femmes qui s'engagent en politique ou qui prennent la voix finalement. Il y a même des défenseurs des droits qui ont été assassinés au Brésil, Marielle Franco. Donc il y a eu ce contexte qu'on observe finalement partout au Brésil. J'étais en Afghanistan sur une échelle beaucoup plus intense, mais pareil, une réaction ou même un refus de toute avancée, même minimale, sur le sujet des droits des femmes et des filles. Et ensuite, avec le point culminant aux Nations Unies, où depuis 1945, on était sur cette tendance positive, avec en 1945 la Charte des Nations Unies qui consacre l'égalité, la Déclaration universelle des droits de l'homme qui consacre aussi l'égalité, ensuite l'adoption des conventions de lutte contre la discrimination à l'égard des femmes. Donc on avait ces avancées. Un peu, vous utilisiez la métaphore des vagues, on était sur une sédimentation positive en fait. À chaque fois on rajoutait une petite couche, il y avait des moments où on ne pouvait plus avancer, donc on défendait, mais ensuite on pouvait repartir de l'avant. Et là, depuis une dizaine d'années, on voit que la réaction est beaucoup plus décomplexée, allante. Elle forme des alliances
étrange, contre nature, entre des grandes démocraties avec lesquelles on est allié un jour, et puis un autre jour, elles vont s'allier avec des pays beaucoup plus conservateurs sur l'ensemble de ces sujets. Donc on subit, mais on subit de manière lucide, et donc on réagit. Donc on a adopté une diplomatie féministe. On rejoint ce que disait la ministre suédoise, c'est-à-dire on est sur une logique de mots, mais derrière, on veut qu'il y ait une cohérence et un alignement entre les mots et les actes, les mots et les actions. Et que ce que dit le président un jour, ce que dit le ministre, finalement, ça se décline à tous les niveaux, au niveau de l'administration, au niveau de l'Union européenne, puisque c'est aussi des sujets qu'on débat à 27, au niveau multilatéral, aux Nations Unies, au Conseil de l'Europe, et ensuite sur le terrain. Et donc le travail de la diplomatie française, le travail de la diplomatie féministe, c'est de créer cette cohérence, cet alignement entre un principe, une doctrine, une diplomatie féministe sur le terrain. Et des effets concrets pour les femmes et les filles du monde entier. Patricia, j'ai aussi envie d'entendre votre retour sur ce retour de bâton. Vous l'observez au Cameroun sur le terrain ? Oui, justement, je voudrais segmenter en plusieurs niveaux, à plusieurs étapes, parce que le backlash, on le ressent. Hein. On ressent au niveau d'abord local, ensuite national, régional et international. Au niveau local, il faut déjà savoir, je veux remettre un contexte. Déjà, j'accompagne les jeunes filles et les femmes victimes de violences sexuelles en situation de conflit, c'est-à-dire principalement les ressortissants des zones en conflit, n'est-ce pas, dans leur communauté d'accueil ou bien communauté haute. Maintenant, ce qu'on observe, c'est quoi? Lorsque ces femmes, principalement qui ont été, n'est-ce pas, violées, mutilées, qui sont sorties de la guerre ou bien des régions de guerre pour venir se trouver refuge dans une communauté d'accueil ou bien d'autres, celles-ci continuent toujours à avoir des conséquences, n'est-ce pas, des actes de violence, que ce soit dites sexuelles ou bien dites psychologiques. Donc il s'agit d'abord de les protéger. Voilà, de les protéger, les réinsérer dans la société à travers, n'est-ce pas, je pense que... on parlait de l'insertion juridique, psychosociale, économique aussi, et académique aussi principalement. Mais on trouve toujours des freins, n'est-ce pas, à ce mécanisme, à cette dynamique. Dans la mesure où on va avoir une jeune fille qui est ressortie, qui n'a plus de parents, qui n'a plus des documents d'état civil pour non seulement bénéficier des différents services, n'est-ce pas, d'accès aux soins de santé ou bien aller à l'école, elle ne peut pas. Non seulement elle est limitée par ses droits de bénéficier de ses droits fondamentaux, mais la communauté, n'est-ce pas, normifie le fait que, il faut qu'elle aille soit en mariage, soit il faut qu'elle aide sa famille dans le ménage. Donc forcément, il y a quand même une régression, n'est-ce pas, de ce qu'il y avait avant. Vous pouvez monter un petit peu d'un étage pour expliquer... Maintenant, au côté national, justement, c'est la banalisation, si je peux dire ça comme ça, des victimes de violences sexuelles. Donc, lorsque celles-ci prennent le courage de dénoncer, elles ne sont pas prises en compte. Elles sont pas prises en compte du fait que lorsque elles dénoncent, n'est-ce pas, ce qu'elles ont subi, que ce soit par les séparatistes, c'est-à-dire les forces armées contraires au gouvernement, ou bien même les forces armées gouvernementales, autant pour moi, elles ne sont pas prises au sérieux. Elles ne sont pas crues, elles ne sont pas accompagnées dans les démarches. Il n'y a même pas de justice, il n'y a même pas de démarche, il n'y a rien. Donc forcément, pourquoi? Parce qu'on se dit c'est une femme et puis c'est le cadet de nos soucis. On a un souci plus majeur, c'est-à-dire résoudre le conflit actuel. On ne va pas se voir aller en arrière, gérer les petits, vu qu'elle est là, elle est en santé, c'est le plus important. Chose que justement, il y a le mental qui est affecté. Il y a, n'est-ce pas, son suivi, que ce soit économique, académique, sanitaire, qui sont affectés. Donc il faut qu'on prenne ça en considération pour pouvoir, n'est-ce pas, donner réparation à ces victimes-là. Chose qui n'est pas toujours fait. Mais non, toujours au niveau national, on parle de résolution de la crise. Et en 2017, il y a eu un dialogue national, dit national, n'est-ce pas, pour pouvoir résoudre la crise. On voit que sur la table de négociation, il y avait presque pas de femmes. Voilà, et il y avait presque pas de femmes, parce qu'on parle de diplomatie, on parle de la table de négociation pour la crise. Et nous savons très bien que dans une crise, non seulement les femmes et les enfants sont très souvent, n'est-ce pas, les victimes, mais c'est la femme qui est porteuse de paix, entre guillemets. On va prendre un petit peu plus un angle un peu positif, on va essayer de le chercher du moins. Yasmine, est-ce que vous,
vous avez été témoin d'avancées concrètes sur ces questions? Alors, évidemment. Et heureusement, c'est ce qui nous permet tous les matins de pouvoir aller au Quai d'Orsay et de porter, de continuer à porter la diplomatie féministe parce qu'on y croit et que le disait tout à l'heure Thibaut, on a besoin de voir de l'impact, des données d'impact sur le terrain. J'ai parlé tout à l'heure du Fonds de soutien aux organisations féministes, qui est une initiative emblématique de la France. Il y a aussi, on n'en a pas encore parlé, donc je trouve intéressant de pouvoir parler du laboratoire pour les droits des femmes en ligne, qui est une initiative qui a été lancée par la France, qui est la première plateforme sur le sujet des cyberviolences sexistes et qui a pour objectif de prévenir, de lutter contre les stéréotypes, contre les violences dans l'espace numérique. Il faut bien comprendre qu'il y a un continuum réel entre ce qui se passe dans la vie des femmes, des défenseurs des droits humains, et on le sait et on le voit, on a l'occasion d'avoir une personnalité à notre table et qui témoigne aussi de ce continuum aussi pernicieux puisqu'il vient être en miroir dans l'espace numérique. La France, donc, promeut cette approche aussi dans l'environnement numérique et qui permet aussi de faire écho à tout le débat qu'on peut avoir au niveau national de prévention. Je pense à la constitutionnalisation de l'IVG, évidemment, qui a un écho au recul qu'il y a eu aux États-Unis. Et puis, dans les enceintes multilatérales, je pense que c'est important parce que c'est aussi concret de bâtir des alliances solides. Ici, je pense au groupe des diplomaties féministes à New York, aux Nations Unies, un groupe d'États qui se sont rejoints, qui se sont unis des pays du Nord, des pays du Sud, pour promouvoir justement une diplomatie féministe dans les enceintes multilatérales. On appelle ça le groupe FFP+. Aujourd'hui, on compte une vingtaine de pays. Cette année, avec la Colombie, on a repris la coprésidence. Pourquoi on appelle ça FFP+? Feminist Foreign Policy Plus Group. Super. Donc le groupe des diplomaties féministes, et qui a vraiment une traduction concrète de la façon dont les pays peuvent s'organiser, mais être aussi dans une diplomatie d'action, de coalition. Ce sont des éléments concrets. À notre échelle, en tant que diplomate, c'est de faire en sorte, justement, je mentionnais tout à l'heure, de garantir, par exemple, la ratification de droit international. Je pense à la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe, qui est un cadre normatif extrêmement important de lutte contre les violences. Et la France mène des démarches auprès de d'autres pays pour une ratification universelle. Et ça, ce sont des instruments, ce sont des leviers très concrets de la façon dont la diplomatie féministe se décline. Patricia, vous en avez parlé en début d'émission de l'initiative Marianne, dont vous avez été la lauréate en 2024. Donc, c'est un programme qui accompagne et soutient les défenseuses et défenseurs des droits humains dans leur combat. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette expérience, en tant que militante féministe ? Déjà, beaucoup. Déjà, je prends cette occasion pour remercier le président Macron d'avoir lancé cette initiative et le MEAE de nous avoir accompagnés pendant tout le processus du programme. Et j'ai bénéficié, n'est-ce pas, d'une formation accentuée en gestion de projet, n'est-ce pas, en plaidoyer, dans même la mise en réseau qui m'a beaucoup servi. Et grâce à l'initiative Marianne, j'ai pu rencontrer le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Volker Türk, où j'ai fait un plaidoyer pour ce qui se passe au Cameroun, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un conflit qui est très peu médiatisé, on parle très peu de ce conflit sur la table de négociation, et même au Conseil sécuritaire, on parle presque pas, parce que le positionnement, n'est-ce pas, de l'État camerounais, non seulement ne permet pas, n'est-ce pas, que d'autres États, ou bien même la communauté internationale puissent s'y intéresser, mais aussi, je pense aussi, il y a un manque de volonté de la communauté internationale à pouvoir aussi s'y intéresser. Mais grâce à l'initiative Marianne, j'ai pu porter plus haut les voix des femmes sur le terrain qui subissent les violences sexuelles, mais qui subissent aussi toute autre sorte d'atrocité. Et
Donc, comme je vous disais, j'ai pu m'entretenir avec Volker Turk et grâce à mon entretien avec lui, il a pu faire une descente au Cameroun où il a laissé des recommandations fortes à l'État camerounais pour pouvoir prendre en considération non seulement les violations des droits de l'homme, mais aussi les violations qui sont faites aux femmes au Cameroun. Nous espérons, n'est-ce pas, parce que vous savez, l'État est souverain, mais nous espérons néanmoins que l'État camerounais va prendre en considération toutes les recommandations que les Nations Unies pour les droits de l'homme ont émises à leur encontre. Maintenant, il faut savoir que le Cameroun est en pleine période électorale. Déjà, le 12 octobre passé. Encore une façon de repousser l'agenda des droits des femmes. Justement. Donc, mais aussi, ça m'a donné un très grand répertoire, très grand agenda, n'est-ce pas, avec que ce soit les représentants diplomatiques de la France, voilà, comme vous pouvez le voir, que ce soit avec l'État français, même l'État européen en général. Enfin, ça m'a donné quand même un ancrage pour mon plaidoyer au niveau international. J'ai eu beaucoup de succès, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de conscientisation, n'est-ce pas, de la communauté internationale, mais il y a aussi beaucoup de représailles vis-à-vis de ma personne, raison pour laquelle je suis là en France au jour d'aujourd'hui. Oui, et vous en parliez, Yasmine, les femmes sont particulièrement victimes de cyberharcèlement. C'est vraiment un nouveau sujet à ouvrir, en particulier les femmes racisées. Et la vie réelle et la vie numérique ne forment qu'une. Merci d'en avoir parlé aussi, Patricia. Alors, on a posé la même question à une autre lauréate de l'initiative Marianne, Roshna Khalid. C'est la première femme journaliste télé dans le nord de l'Afghanistan. Elle est militante pour les droits des femmes et réfugiée en France depuis 2021, elle aussi. Nous l'avons eue par téléphone et son fils Ahmad a bien voulu traduire les propos de sa mère. La diplomatie féministe signifie aborder le monde avec une perspective plus humaine, où règne l'égalité, la justice et une paix durable. Une personne peut être un acteur réel de la diplomatie, même si elle ne fait pas partie du gouvernement. Un homme aussi peut être féministe. Par exemple, il peut acquérir des connaissances dans les domaines du féminisme, des relations internationales, des droits de l'homme et de la politique mondiale. Participer à des activités civiques et organisationnelles, s'engager dans des travaux de recherche et des activités médiatiques, faire de réseautage, rejoindre des institutions au niveau régional et mondial et produire des contenus. On peut affirmer que les campagnes féministes ont joué un rôle crucial dans l'histoire de l'autonomisation des femmes. Le gouvernement peut soutenir les féministes et les mouvements égalitaristes à 3 niveaux. Un niveau légal et politique. Le gouvernement doit créer un cadre juridique et institutionnel. Au niveau des ressources, le gouvernement doit apporter un soutien financier, éducatif et institutionnel aux femmes et aux féministes pour mieux mettre en œuvre leurs programmes. Au niveau culturel et social aussi, le gouvernement doit faire évoluer la culture publique vers le respect des femmes et l'égalité. Thibault, entre 2017 et 2019, vous étiez conseiller politique en Afghanistan. Dans quelle mesure les droits des femmes et la diplomatie féministe guidaient-ils vos actions? Et comment est-ce que cette approche se met en place aussi au quotidien sur le terrain? C'est au cœur de notre action, de notre présence. Et quand on va en Afghanistan, quand on voit les images, on ne peut pas être insensible à ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, c'est une ségrégation de genre. On voit des femmes en burqa, des femmes qui sont enfermées dans un rôle qu'on leur assigne, qui sont interdites de l'espace public. On ne peut même pas les côtoyer, en fait. Et donc, c'est quelque chose qui nous marque. C'est une expérience bouleversante. Ça a été un moment très ambivalent, puisque c'était à la fois un moment d'espoir, puisqu'on voyait que depuis la chute des talibans en 2001, au moment où j'y étais en 2017-2019, il y avait eu des avancées concrètes. Donc on avait des femmes journalistes. J'ai rencontré une femme qui était pilote d'avion de chasse.
Donc on voyait tout ce qu'il est possible de faire en un temps record en fait. En 17 ans, des femmes qui étaient nées soit juste avant la chute des talibans, soit juste après, elles avaient eu accès à l'éducation primaire, secondaire. Il y avait une équipe de robotique féminine afghane qui gagnait des prix à l'international. Donc ça montre à la fois tout ce qu'on peut faire quand on y croit, quand on se donne les moyens, quand on soutient, quand la communauté internationale fait de ces sujets une priorité localement. Et donc nous, France, on soutenait l'éducation des jeunes filles, on soutenait l'accès à la santé des jeunes filles. Il y avait un hôpital franco-afghan soutenu par les autorités françaises. On avait aussi invité en France beaucoup de femmes politiques, journalistes, pour les former à la négociation, parce qu'on savait que le moment de la négociation allait venir, et on refusait le postulat selon lequel la négociation c'est une affaire d'hommes et finalement les femmes sont pas prêtes. Donc non, on disait c'est un postulat, c'est un mensonge, et donc les viviers existent, il faut juste les préparer, les former pour que le moment venu elles soient en position de négocier en face des talibans et de porter les sujets qui concernent la moitié de la population là-bas. Et finalement notre universel commun. On ne peut pas vivre dans un monde dans lequel, dans certaines parties, parce que né femme, on ne peut pas aller à l'école à partir de 12 ans. Enfin, donc c'était ce moment un peu d'optimisme qui a été sévèrement déçu par le retour des talibans en 2021. Et c'est quelque chose qui nous rappelle finalement la citation de Simone de Beauvoir, c'est-à-dire que ces droits ne sont jamais acquis. Jamais. Il faudra toujours rester prudente. Toujours prudent, sur le qui-vive, vigilant. N'importe quelle crise pourra servir de prétexte, de motif pour revenir en arrière. Et donc c'est quelque chose qui nous oblige. Et aujourd'hui, en tant que diplomate français, mais je pense partout dans le monde, on doit toujours avoir une pensée pour ces filles afghanes qui ne peuvent plus aller à l'école, et que ça nous inspire dans tout ce qu'on fait à Paris, à New York, sur le terrain, et de voir que là où on peut, faisons de notre mieux pour soutenir les femmes et les filles, les organisations sur le terrain, les autorités locales lorsqu'il y a un espace pour aller de l'avant et pour permettre d'arriver à un moment d'une égalité pas toujours parfaite. L'Afghanistan, c'est aussi un rappel que entre la France, la Suède, les diplomaties féministes, la Colombie, le Mexique et certains pays, oui, il y a un spectre, il y a un nuancier. Et notre travail, c'est de décliner cette diplomatie féministe qui est un fil d'or extraordinaire. Mais comment est-ce qu'on l'adapte à la réalité de chaque pays? Et donc ça, c'est le travail des diplomates sur place, des ambassades, des ambassadeurs et des ambassadrices, de se dire comment est-ce que je décline, comment est-ce que je rends opérationnel une belle priorité pour que, même si on avance par petits pas, on arrive à changer le quotidien pour les femmes et les filles dans le pays dans lequel ils sont en ce moment. C'est le principe donc d'adapter ses politiques à la réalité. Alors la nôtre aujourd'hui et dans quelques temps, c'est la conférence ministérielle des diplomaties féministes. Ça, c'est l'actualité. Elle aura lieu les 22 et 23 octobre ici à Paris. Yasmine, on attend quoi de cette mobilisation? Alors, c'est la 4e édition. Cette conférence des diplomaties féministes, elle a succédé à l'Allemagne en 2022, s'en est suivi les Pays-Bas en 2023 et puis le Mexique en 2024. Elle envoie un signal fort, on en a parlé tout au long de cette émission. On fait face à des menaces de tentatives de recul, on fait face à une remise en cause du multilatéralisme, on fait face à des coupures budgétaires au niveau international, et nous voulons faire de cette conférence un moment décisif, un moment d'une mobilisation internationale et prouver qu'elle existe et qu'elle ne reculera pas face aux offensives contre l'égalité de genre. Donc c'est de faire de la diplomatie féministe cet enjeu géopolitique, de le remettre au cœur du débat international, de faire des droits des femmes et l'égalité de genre une des grandes priorités de la communauté internationale, mais aussi d'être en capacité à Paris pour que la France puisse entraîner dans son sillage un cercle de pays volontaires et de pouvoir élargir cette coalition et de faire entrer des pays qui n'auraient pas
encore adopté officiellement une politique étrangère féministe, mais qui font partie des champions au niveau international. Je peux dire au nom du Quai d'Orsay qu'on est ravis et qu'on est fiers de pouvoir attendre 400 à 500 participants, dont une vingtaine de délégations de pays du côté des affaires étrangères. Et on peut s'en féliciter parce qu'on crée un précédent pour les prochaines conférences. Et qu'est-ce qui serait une mini-victoire ? L'ambassadrice Delphine O, qui est la secrétaire générale de cette conférence, dit souvent, et je reprends ces termes parce qu'elle le dit si bien, le fait même d'accueillir cette conférence est une victoire en soi, est un succès. Le fait que ça existe. Car dans les temps actuels, dans ce à quoi on est confronté au niveau international, de pouvoir, avec ambition, porter une conférence au niveau des ministres des Affaires étrangères, et de pouvoir inviter à la fois des États, mais des organisations internationales, la recherche, la société civile, nos partenaires, et d'envoyer ce symbole, de permettre à cette conférence de signaler que la diplomatie féministe reste une priorité de la communauté internationale, est un succès en soi. Merci de porter ces combats en tout cas. Merci beaucoup à tous les trois pour ces échanges riches et inspirants. Pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent aller plus loin, un épisode de la série Les mots, produite par Source Diplomatique, revient plus en détail sur le concept de diplomatie féministe. Je suis Johanna Cincinnatis-Abramovic et vous avez écouté La diplomatie féministe face au backlash conservateur. Retrouvez Source Diplomatique, le podcast de la diplomatie française, sur toutes les plateformes d'écoute.